encore vers 21 seulement. Je ne sais pas si c'est à cause de, comment dire, à cause de l'heure peut-être, décalage horaire pour certains. Alors, nous allons entamer notre dernière séance. Donc, durant cette dernière séance, on verra principalement des voies de valorisation de nos déchets, quelques rappels de ce qui a été fait et dit pas la semaine dernière, c'était avant-hier, donc jeudi. Jeudi, nous avons un peu vu ces points déchets agricoles. On a vu quelques catégories de déchets agricoles. On a vu des déchets d'élevage, en l'occurrence, et on a vu un peu les risques que pouvaient représenter ces déchets pour l'environnement, mais aussi on a vu quelques voies de valorisation de ces déchets. Par rapport à la séance dernière, j'aimerais demander si vous avez eu des questions, ou bien, voilà, juste par rapport à la séance dernière, peut-être on pourrait y revenir avant d'entamer cette nouvelle séance. D'accord. Je suppose qu'il n'y a pas eu de questions. Je vais commencer à partager mon écran pour qu'on commence le cours d'aujourd'hui. Mais vraiment, j'avais beaucoup aimé votre réactivité lors de la séance dernière. Je souhaite vraiment que ce soit encore comme cela aujourd'hui, que nous puissions toujours échanger. Donc, une minute, s'il vous plaît. OK. Je crois que c'est bon, vous voyez mon écran. Oui, oui, là c'est Oui. bon. La première page est vide, on dirait. Oui, la première page est vide. D'accord. Avant de... Ok. Avant de commencer à présenter, j'ai quelques petites questions à poser, surtout pour les personnes qui sont dans l'agriculture déjà, c'est-à-dire les personnes qui sont déjà des exploitants agricoles ou, ou même vous avez été au champ avec vos parents quand vous étiez un peu plus jeune, ou peut-être vous êtes un étudiant en agronomie, dans tout ce qui est en rapport avec le domaine agricole. On a vu la dernière fois que il y a plusieurs types de déchets, et parmi les déchets que nous avons vus, on a parlé des résidus des cultures. Et on avait dit que voilà, on peut valoriser ces résidus de culture. Je crois que, je ne sais pas si quelqu'un avait déjà donné un élément de réponse, mais selon vous, comment est-ce qu'on peut valoriser la paille, par exemple, la paille de blé, par exemple? Comment est-ce qu'on peut valoriser la paille de blé? On- Oui, si possible, vous pouvez prendre la parole. Mademoiselle Mélanie, vous pouvez prendre la parole. Merci beaucoup, bonjour à tous et à toutes. En ce qui concerne les pailles en général, hein, que ce soit paille de blé ou autre, ce que nous pourrions faire généralement et dépendant du domaine, moi je suis en génie civil et en énergie renouvelable, donc tout ce qui est construction verte plutôt. Je pense directement à la fabrication des isolants pour l'isolation des bâtiments. Et voilà un peu. Merci. Oui, monsieur Djourou. Oui, voilà. La paille de blé, on peut la valoriser sous forme de fourrage pour les animaux.
et en même temps des composts, voilà, pour gérer les déchets organiques. Et c'est possible aussi de faire voilà, le paillage pour, voilà, pour les cultures. Absolument. Désolé, mon micro était fermé. Il y a quelqu'un d'autre qui aimerait prendre la parole, je crois. Manassé, vous pouvez y aller. Bien, on peut valoriser la paille de blé pour protéger l'humidité et retenir l'humidité du sol et également protéger le sol. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Vous avez dit pour protéger le sol, maintenir l'humidité du sol, c'est ça. Est-ce que vous avez déjà eu à pratiquer ça de manière concrète ou bien c'est juste théorique? Non, c'est théorique. Ok, d'accord. D'accord, merci à vous pour vos différentes interventions. Effectivement, c'est un peu comme ce que vous avez dit là, mais ce que je m'en vais de suite vous présenter, c'est beaucoup plus par rapport au recouvrement de la terre. Donc, parmi les méthodes de valorisation des déchets, surtout en ce qui concerne les résidus de culture, comme par exemple la paille de blé, on a ce qu'on appelle le paillage, pardon. En anglais, on dit beaucoup plus le mulching. Donc, vous pouvez trouver dans des articles, au lieu de dire le paillage, ils vont utiliser beaucoup plus le terme mulching. Donc, c'est tout simplement un processus de recouvrement de la terre arabe avec du matériel végétal, que ce soit des feuilles, de l'herbe, des brindilles ou des résidus agricoles, même de la paille dont on vient de parler. C'est ça le paillage. Je crois que nos mamans, elles font beaucoup ça dans leur façon de cultiver. On va prendre une culture. On va prendre une culture, par exemple, comme sur la photo, là, la culture de tomates. On va prendre, je sais pas moi, des feuilles, bien des brindilles, et on va les recouvrir comme ça. Et cette méthode a plusieurs objectifs. Et parmi les objectifs de cette méthode, il y a les avantages de mulching. On a vraiment la préservation et le maintien de l'humidité du sol. On a besoin, on évite vraiment toute forme de perte en eau. Et aussi, en fonction de la saison, que l'on se situe en été ou que l'on se situe en hiver, ça maintient la température du sol au plus basse. Vu qu'on avait dit plus haut que le mulching aide à prévient l'humidité ou préserve l'humidité du sol. Si on est par exemple en été, c'est qu'en été, vraiment, on a des pertes d'eau excessives. On a des pertes d'eau excessives, une forme de sécheresse qui est là, qui s'installe quand même. Et quand on fait ce mulching-là en été, on va tout simplement essayer de préserver l'humidité. Donc, bon, je sais pas, dans nos pays là, c'est pas souvent l'été, hein, mais bon, les saisons ne s'appellent pas forcément été, mais bon, été pour dire les saisons qui sont un peu plus chaudes dans nos pays. Donc, peut-être dans les saisons un peu plus chaudes, tout ce qu'un agriculteur veut, c'est préserver en fait l'humidité, c'est éviter vraiment les pertes en eau, c'est éviter de chaque fois irriguer. Alors, si vous êtes un agriculteur, ce serait bien d'opter aussi pour cette méthode, c'est-à-dire d'opter pour un mulching. Peut-être que vous êtes dans une saison de haute chaleur, vous voulez préserver l'humidité, bah, ce serait idéal d'opter pour un mulching, en fait, parce que cette méthode-là vise, comme je l'ai déjà dit et répété, à la préservation et au maintien de l'humidité du sol. Donc, vu que l'on va prendre, voilà, on va prendre une culture qui est certainement en train de grandir, on va la recouvrir. On va la recouvrir soit des feuilles, soit de l'herbe, soit des brindilles ou des résidus de récolte, ou plus précisément, parce qu'on va voir ça dans l'exemple qui suit, de la paille. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va empêcher la germination des graines de mauvaises herbes. On va empêcher parce que c'est comme toute la surface est déjà occupée, il n'y a plus la place pour les mauvaises herbes. En fait, quand on fait cette méthode-là, on est en train de prévenir un problème, en fait. Parce que, bon, supposons que j'ai commencé à cultiver. Je fais ma culture de piment. Je suis en train de faire ma culture de piment. C'est que les mauvaises herbes, ils n'ont pas forcément besoin qu'on vienne les semer pour qu'elles poussent. Elles poussent de manière spontanée. Et je remarque que mon champ, il est déjà envahi par des mauvaises herbes. En fait, mon premier recours, ce serait quoi? Peut-être de débrousser, de commencer à débrousser. Je vais essayer de désherber, voilà, essayer de rendre le terrain un peu plus propre. Je vais revenir après une semaine, je vais revenir après 2 semaines, l'herbe aura poussé. Je n'aurai peut-être pas les main-d'œuvre nécessaires pour chaque fois venir débrousser mon sol. C'est non seulement coûteux, mais c'est aussi
en quelque sorte une perte d'énergie. Tout de suite, mon réflexe, ce serait pas, bon, je pense en tant qu'un agriculteur ou bien qu'une agricultrice, tout de suite, mon réflexe, ce ne serait pas quelles sont les méthodes biologiques pour lutter contre les mauvaises herbes. Je vais directement courir chercher un herbicide. C'est ce que je vais faire. En tant qu'agriculteur qui veut juste voilà, récolter, avoir un bon rendement, on suppose que je ne suis pas dans tout ce qui est culture biologique. Je vais recourir à un herbicide. Alors que nous, dans le contexte d'agriculture durable, on évite tout ce qui est herbicide, on évite tout ce qui est pesticide, on évite tout ce qui est insecticide. Donc, en faisant un mulching, j'ai déjà étalé voilà, ma paille sur le sol. On me dit ça aide à empêcher la germination des graines de mauvaises herbes. En fait, ça m'aide même à prévenir un problème ou ça m'aide à prévenir l'utilisation d'un herbicide. Parce que rappelez-vous, lorsque je vais utiliser un herbicide, ça aura un impact sur l'environnement, mais après, je vais également générer un déchet. Et ce déchet va être classé, catégorisé comme un déchet dangereux. Et après, je dois réfléchir comment éliminer ce déchet-là. Vous voyez? Donc, tout simplement en adoptant une méthode, on prévient d'autres problèmes en fait. Et j'ai vu, Bakar et moi, nous avons visionné le fichier Excel. J'ai vu qu'il y a certaines personnes qui sont là, qui optent pour la formation parce qu'ils veulent appliquer des connaissances. Ils veulent directement se lancer dans l'agriculture. Ils veulent, c'est pas pour juste avoir des connaissances théoriques comme ça, mais c'est pour pratiquer. Donc, ces choses-là, c'est important de savoir. Moi, je serai une agricultrice. Ce qui est sûr, c'est que lorsque j'irai au champ, je serai confrontée à un problème de mauvaises herbes. Ça, vraiment, c'est pas la magie, c'est quelque chose qui sera là. Comment est-ce qu'avant même de cultiver, comment est-ce que je peux prévenir en fait l'apparition de ces mauvaises herbes? Il faut que je pense en termes de méthode durable, il faut que je pense en termes de durabilité. Il ne faut pas qu'on se dise, bon, excusez-moi, hein, de dire que ça, c'est pour les autres qui sont en Occident, nous, en Afrique, on n'a pas besoin de ça. Non, la durabilité nous concerne nous tous. C'est notre planète à nous tous, c'est notre terre à nous tous. Donc, je vais penser à cette méthode-là et je vais opter pour le mulching. Donc, en plus d'empêcher la germination des graines de mauvaises herbes, elle va aussi favoriser la croissance des espèces microbiennes du sol. Ce que je vais faire du paillage, j'offre un environnement en fait propice pour les micro-organismes. Et si j'ai un environnement propice pour les micro-organismes, bien sûr, il y aura un développement, il y aura une croissance. En plus de ça, le mulching aussi va aider à retenir les résidus à la surface du sol et c'est généralement une meilleure option pour protéger le sol et éviter les pertes d'eau liées à l'évapotranspiration. Je sais déjà que certains pays sont confrontés à la sécheresse. Certains pays sont confrontés à la sécheresse. Mais comme on avait dit la dernière fois, il ne faut pas se braquer sur un problème, dire je veux cultiver, mais bon, peut-être dans ma région, il n'y a pas suffisamment d'eau. Il y a peut-être deux, trois puits, voilà, deux, trois sources d'eau, mais ce n'est pas suffisant. Je peux essayer d'optimiser mon utilisation, en fait, l'utilisation de cette eau. Je peux essayer de cultiver, de penser quelle méthode je peux appliquer pour éviter de perdre l'eau, quelle méthode je vais appliquer pour éviter que chaque fois, je suis en train de vider l'eau du puits. Et le paillis de surface, c'est justement parmi les méthodes que je peux appliquer, moi, en tant qu'agricultrice, qui pense en termes de durabilité. Donc, je rappelle encore que le paillis de surface dont on parle, c'est sur la base d'un déchet, en fait. C'est sur la base d'un résidu. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui était forcément destiné à être utilisé, mais c'est quelque chose qui me sert, qui m'aide à prévenir l'utilisation des herbicides. Voilà un peu quelques avantages Voilà un peu quelques avantages du mulching. Je ne sais pas si ici. Oui, Aboubakar. Oui, c'est possible de fermer la partie récupération du document là, dans la partie inférieure gauche de ton écran. La diapositive en fait. D'accord, pas de problème. Oui, voilà. Maintenant, je crois que c'est bien mieux. Voilà, c'est parfait. Merci beaucoup, Aboubakar.
Donc, par, euh, parmi les pailles de surface qu'on peut avoir, j'ai pris l'exemple de la paille de riz. Donc, dans une étude, dans un article, voilà, ils ont fait une étude et ils ont vu que la paille de riz a augmenté le rendement en grains de blé. Donc, first step, on a augmenté le rendement en grains de blé. En tant qu'agriculteur, c'est vraiment ce qu'on cherche, en fait. C'est vraiment ce qu'on cherche. Tout ce qu'il y a autour, c'est vraiment pour, on va dire quoi, obtenir les résultats, voilà, un résultat, le résultat le plus optimal. Mais ce qu'un agriculteur cherche, ou c'est que quelqu'un qui se lance dans le secteur de l'agriculture, de l'agronomie, je ne sais pas, voilà, ce qu'il cherche, c'est le rendement. Ce qu'ils cherchent, c'est le rendement. C'est comment est-ce que je vais avoir un bon rendement. C'est comment est-ce que je vais à la fin me retrouver avec des tonnes et des tonnes, je sais pas, de tomates. C'est comment en fait. Et parmi les méthodes, il y a le paille de surface. Donc, dans cette étude, on a utilisé le paille de surface. On a vu que pardon, on a utilisé la paille de riz. On a vu que le rendement en grains de blé a augmenté en fait. Et également la paille de riz a réduit la consommation d'eau des cultures de 3 à 11%. C'est énorme. C'est plus de 3 fois en fait. Donc, on est quitté peut-être d'une consommation excessive en eau et elle a été réduite au moins par 3, quoi. Parce que j'ai tout simplement décidé, moi en tant qu'agricultrice, j'ai tout simplement décidé d'opter pour voilà, la valorisation d'un déchet, en l'occurrence ici. S'il te plaît, je crois que la diapositive est figée. Hein. Nous sommes toujours sur la diapositive précédente. Ok, d'accord. Ah oui. Maintenant, c'est bon, vous voyez. Voilà, c'est bon maintenant. Ok, d'accord. Voilà. Donc, voilà, j'étais en train de dire que le paillis de paille de riz a augmenté le rendement en grains de blé et a réduit la consommation d'eau des cultures de 3 à 11%. Et ça a amélioré l'efficacité de l'utilisation de l'eau de 25% et a produit des densités de longueur de racines 40% plus élevées dans les couches inférieures que l'absence de paille en raison d'une plus grande rétention d'humidité du sol dans les couches plus profondes. Donc, finalement, quels sont les avantages du mulching? Donc, ça va déjà réduire l'érosion. On a vu plus tôt, mais voilà, il y a une image qui nous explique comment. Mais ça va réduire l'érosion des sols, ça va maintenir la structure du sol, ça va réduire aussi l'évaporation de l'eau et ça va augmenter voilà, la faune, tout ce qui est, voilà, tout ce qui est peut-être micro-organismes, peut-être tout ce qui est vers de terre, ça va augmenter ça. C'est vraiment ça l'importance du mulching. Et à ce niveau, j'ai une question pour nous. Quels sont selon vous les inconvénients du mulching, du paillis de surface? Selon vous, quels sont les inconvénients qu'on peut rencontrer? Quels sont, selon vous, les inconvénients qu'on peut rencontrer lorsque on décide d'adopter cette méthode, en fait? Parce que c'est vrai, on nous a présenté des avantages. On nous a dit que voilà, ça va voilà, augmenter un peu l'humidité, ça va aider à préserver voilà, préserver l'humidité. On a vu un exemple, ça va même augmenter le rendement en grains de blé. Mais il y a forcément des inconvénients, en fait. Et j'aimerais savoir si vous connaissez, du moins, quelques inconvénients liés au mulching. Oui, monsieur, vous pouvez prendre la parole. Bon, les inconvénients du mulching, peut-être ça peut asphyxier les racines quand ça s'accumule sur les plantes. Et aussi, voilà, il risque que, voilà, il y a un risque que les ravageurs doivent abriter là. Ou bien, après, pour voilà, nettoyer aussi le coût des main-d'œuvre, peut-être. Oui, exactement. Monsieur Joris, s'il vous plaît, vous pouvez me rappeler votre profil?
Bon, moi, c'est Abdelaziz Zakaria, je suis étudiant en agronomie, troisième année au Sénégal. Ok, d'accord, enchanté une nouvelle fois. Donc, vous avez dit que ça peut être poser un problème pour les racines et ça peut être un abri pour les ravageurs. C'est ce que vous avez dit. Exactement. Est-ce que vous pouvez développer l'idée par rapport à selon laquelle le mulching peut poser un problème pour les racines? Parce que bon, le mulching, je fais un paillis, comme voilà le terme en français, c'est le paillis de surface. Je le fais à la surface en fait. Comment qu'est-ce que ça peut, voilà, peut-être causer un problème pour les racines? Bon, si un paillage est trop épais ou bien mal aéré, peut bloquer aussi l'oxygène et nuire aux racines, peut-être. D'accord, merci beaucoup, monsieur Géraud. Je vois un peu. Oui, monsieur Manassé. Bien, je crois qu'il a un peu abordé la question que je devrais mentionner. Mais déjà, je vais juste compléter en disant que le mulching peut généralement étouffer les cultures. Ok, selon vous, il y a un risque d'étouffement des cultures. Surtout si le paillage est trop épais. Pardon? Surtout si le paillage est trop épais. Oui, surtout si le paillage est trop épais, on peut effectivement avoir un risque d'étouffement de culture, surtout lorsque c'est vraiment les cultures ne sont pas très hautes. Est-ce que quelqu'un d'autre aurait un élément de réponse? Je peux intervenir? Oui, bien sûr. Ah. Ok, je voulais par rapport au point qu'il avait mentionné, du fait que le paillage pourrait constituer une source de danger pour les racines. Je crois que ça provient du fait surtout si, par exemple, les paillages ont été utilisés directement sans les sécher. S'il se trouvait que le matériel végétal était contaminé, par exemple, infesté par d'autres maladies, si je prends l'exemple de la rouille, où il y a d'autres champignons telluriques, il y a par exemple un champignon qu'on appelle Phytophthora, c'est des champignons telluriques. Donc, si le matériel végétal n'est pas appropriément séché, que le paillis a été appliqué, cela pourrait constituer une source de maladie pour la culture, en fait. Oui, oui, c'est vrai. Effectivement, ça, c'est vraiment un très bon élément que tu rajoutes là-bas. Je ne crois pas que je l'ai même dans, dans, dans mon PowerPoint. Effectivement, si le paillage, mais ceux avec qu'on fait, voilà, le paillage n'est pas bien séché aussi, n'est pas bon, le séchage est aussi à la stérilisation, mais il peut être aussi vraiment une source, en fait, de maladie, en fait. Il peut contaminer. Et même plus loin, il peut abriter certains ravageurs. Je crois que quelqu'un l'a mentionné ici, là. Donc, je vais faire voilà, je vais faire par exemple voilà, un paillis de surface, mais c'est aussi un bon abri pour les ravageurs. Peut-être que oui, je vais éviter le problème d'herbicides, mais après, je vais éviter d'utiliser des herbicides, mais après, je pourrais utiliser des pesticides. Donc, il faut bien connaître aussi ces différents inconvénients avant de se lancer en fait dans le paillage. De dire que comment est-ce que je peux appliquer, voilà, comment est-ce que je peux utiliser, voilà, je peux faire du mulching sans pour autant, euh, peut-être après avoir un risque de contamination. Cela part aussi du fait ou bien du principe où est-ce que j'ai eu, voilà, où est-ce que j'ai eu, par exemple, ma paille de riz. Peut-être que c'était dans un champ contaminé. Peut-être que voilà, le champ dans lequel j'ai eu ma paille de riz, c'était un champ contaminé. On va dire quoi? Que l'agriculteur qui a fait voilà, sa riziculture n'a pas voulu perdre, il avait déjà perdu la culture parce que voilà, il y a eu un champignon, je sais pas, qui a ravagé toute la culture. Et après, il veut valoriser comme il ne va pas tout perdre. On a vu que lorsque la semaine dernière, on a vu que lorsque je ne valorise peut-être pas le déchet, c'est aussi une perte économique. En fait, c'est un manque à gagner. Bon, lui, il a suivi la formation, supposons. Et il se dit, bon, c'est un manque à gagner. Déjà, je n'ai pas eu dans ma culture de riz, je n'ai pas vraiment eu un bon rendement, une bonne récolte. Ce que je vais faire, c'est que je vais vendre. Je vais vendre la paille de riz. Mais cette paille de riz-là, lui, pour lui, bon, il n'y a pas de problème. Au contraire, je préserve l'environnement, j'ai valorisé le déchet. Mais au contraire, ça peut être vraiment
un abri, en fait, ou bien une source de contamination pour ma culture. Donc, vraiment, il faut que je me rassure, moi, en tant qu'agricultrice, de la provenance, en fait, de ma paille, en fait, avant de faire mon mulching. J'espère qu'on se comprend bien. Et j'aime vraiment ces différentes interventions parce qu'on apprend tous les uns des autres. Voilà. Je vais essayer d'avancer sur ma diapo. Oui, quelqu'un souhaiterait intervenir? Erreur. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Donc, on a vu tout à l'heure dans nos différents échanges que il convient vraiment de faire attention aussi lorsque je vais faire du mulching. On va voir maintenant quelques recommandations lors de l'utilisation du pali. Ce sont des recommandations où c'est mélangé en fait. En même temps, il y a des recommandations dans ces diapositives, mais en même temps, il y a des risques en fait lorsque je fais un mulching. Donc, comme on a déjà mentionné, lorsque je fais un mulching, je peux avoir une prolifération de certains organismes de manière excessive dans les conditions humides et protégées de la couche de paille. Je me rappelle d'un agriculteur justement qui avait fait un paille. Il avait fait, je ne crois pas que c'était avec la paille de blé, j'ai oublié. Il avait fait, mais il ne se doutait pas en fait de tout ce qui s'était déjà passé en fait en bas. Parce que bon, comment je fais le paille, je n'ai pas forcément conscience de moi en tant qu'agriculteur de ce qui se passe en bas. Et après, son champ, il avait vraiment été infesté en fait. Il avait été infesté par des ravageurs. Et là, à ce niveau, je me rappelle la personne voilà, à qui il avait demandé un conseil, c'était un spécialiste en tout ce qui est ravageur. Et en tant que spécialiste, il a dit que là, en fait, on ne peut plus rien faire. C'est arrivé à un stade où il faut tout simplement détruire la culture. Donc, vraiment, ça, c'est un inconvénient à prendre vraiment en considération, que ça peut être un abri pour les ravageurs. On peut avoir la multiplication des limaces et des escargots sous une couche de paille. Et ça, c'est vraiment dangereux parce que c'est sous. Donc, peut-être que je vais constater ou bien je vais voir qu'il y a un problème, mais ce serait déjà trop tard. Ce serait déjà trop tard. Donc, c'est aussi important de faire à chaque fois un checking, essayer de voir est-ce que tout se passe bien, essayer aussi de comprendre le langage de ma culture. Est-ce que déjà, elle ne présente pas certaines traces, peut-être qu'elles ont été attaquées par des ravageurs. C'est important à chaque fois de faire ce check-là pour voir est-ce que tout se passe bien, est-ce que mon mulching n'est pas en fait une source de problème pour ma culture. Et comme je le précisais, bon, comme je le donnais comme exemple, le monsieur justement qui avait fait sa culture, alors cette agriculture-là, en fait, son champ avait été infesté par des fourmis, en fait, infesté vraiment par des fourmis. Et ça aussi, c'est un problème que l'on peut rencontrer dans le mulching. Donc, les fourmis et les termites peuvent causer des dommages aux cultures et peuvent également trouver des conditions de vie idéales. Donc, moi, je veux augmenter mon rendement, mais voilà, en privilégiant le mulching, peut-être que là, ça peut augmenter, ça peut offrir un abri pour certains ravageurs. Aussi, lorsque les résidus de culture sont utilisés pour le paillage, il existe dans certains cas un risque accru de propagation de parasites et de maladies. C'est ce qu'Aboubacar nous faisait comprendre tout à l'heure. Donc, des organismes nuisibles tels que les fourreurs de tiges peuvent survivre dans les tiges de culture comme le coton, le maïs ou la canne à sucre. Donc, pour tous ceux qui vont utiliser c'est pas des résidus de culture, de tout ce qui est coton, de tout ce qui est canne à sucre, de tout ce qui est maïs, bah, il faudrait un peu, en fait, il faudrait un peu être un peu plus regardant. Et ça assurait vraiment de l'innocuité, si je peux le dire ainsi, en fait, des résidus que je vais utiliser. Donc, le matériel végétal, infecté par des maladies, que ce soit virales ou fongiques, ne doit pas être utilisé s'il existe un risque que la maladie se propage à la culture suivante. Donc, il y a vraiment des maladies, il y a vraiment des cultures qui sont, on va dire, sensibles à certaines maladies. Il y a des cultures qui sont sensibles à certaines maladies. Donc, quand je vais faire mon mulching, lorsque je vais faire mon mulching, peut-être que je vais prendre, je ne sais pas,
et voilà, de la paille de blé qui était, voilà, de la paille de blé, d'un champ qui était attaqué par, je sais pas, un champignon tel. Et ce champignon-là, quand je vais faire une autre culture, ce ne sera pas forcément la culture de riz, mais je vais juste utiliser la paille de blé pour voilà ma culture de riz. Mais la culture, pardon, pour voilà ma culture, je ne sais pas, d'aubergine. Je vais juste utiliser la paille pour faire cela. Mais en fait, le problème, c'est que moi aussi, ma culture d'aubergine est sensible en fait au même champignon qui a attaqué la culture de blé. Et donc là, vraiment, l'idéal, ce serait de ne pas utiliser, voilà, cette paille-là. Tout simplement parce que moi, ma culture présente une certaine sensibilité par rapport à ce champignon. À l'opposé, je peux aussi avoir une culture qui est plutôt résistante à ce champignon, du moins, jusqu'alors, on n'a pas encore vraiment vu que ce champignon affecte ou bien infecte ma culture. Donc, peut-être que voilà, j'ai pris la paille d'un champ qui était contaminé par tel champignon, mais je peux l'appliquer, enfin, entre griffes, je peux l'appliquer parce que je sais que moi, ma culture, elle est résistante à ce champignon. Donc, parmi les recommandations qu'on nous donne, c'est vraiment la méthode de la rotation des cultures. La rotation des cultures, on y revient. Je crois que Aboubacar avait déjà parlé de cette méthode en long, en large. Vraiment, c'est une très bonne méthode pour éviter soit la propagation des maladies, la propagation des ravageurs aussi. Donc, vraiment, c'est important, la rotation des cultures. Lorsque les matériaux riches en carbone, tels que la paille ou les tiges, sont utilisés pour le paillage, l'azote du sol peut être utilisé par les micro-organismes pour décomposer le matériau. Pour décomposer le matériau. L'azote peut être temporairement indisponible pour la croissance des plantes, vu que les micro-organismes seront déjà en train d'utiliser ça pour décomposer le matériau. Et la plante, elle, n'aura plus accès à l'azote. Et quand la plante n'a plus accès à l'azote, on sait déjà que ça va causer, en fait, des carences. Au final, c'est ma plante qui va souffrir. Bon, voilà. Et puis, peut-être, je ne veux pas recourir forcément comment dire, je ne vais pas forcément recourir aux engrais chimiques, mais comme on l'a vu avec Aboubacar, peut-être si ma plante arrivait à souffrir peut-être d'une carence en azote, l'idéal serait, moi, en tant qu'agricultrice, de commencer à prévenir ce problème-là. Donc, je vais cultiver avec une légumineuse. Je vais faire du mulching peut-être, mais je vais cultiver aussi avec une légumineuse pour prévenir ce problème, en fait, ce risque de carence d'azote. Vous voyez? Et l'un des problèmes, voilà, la production, voilà, du paillage ou de quoi, ou sa collecte implique généralement du travail et peut concurrencer la production de culture. Donc, si je veux, je suis je reste toujours dans le cadre que je suis une agricultrice parce que les connaissances que nous avons aujourd'hui, la formation qu'on se donne aujourd'hui, ce n'est pas juste pour que ça reste des connaissances théoriques, c'est pour aller appliquer sur le terrain. Donc, moi, en tant qu'agricultrice, je vais faire du mulching. Je vais faire, voilà, je vais faire, voilà, un paillis de surface. Mais j'ai des hectares et des hectares, en fait, à cultiver. J'ai des hectares et des hectares. Donc, où est-ce que je vais avoir, par exemple, toute cette paille de blé-là? C'est vraiment ça aussi, l'un des inconvénients par rapport au mulching, en fait, la quantité. Il faut que j'ai une quantité suffisante pour, voilà, mes hectares de terre, pour toutes mes plantes. Ça, c'est vraiment un inconvénient. Donc, c'est ce que cette phrase-là veut dire, en fait. La production, la collecte implique généralement du travail. Donc, c'est beaucoup plus de travail déjà de collecter tous ces résidus de culture-là. Et en plus, ça peut concurrencer la production de culture. Donc, au lieu de se focaliser peut-être sur la récolte, moi, de mon riz, parce que j'ai fait une riziculture, non, moi, je me concentre juste sur la récolte voilà, de la paille de blé, voilà, bien du riz. Et ça, on va dire entre griffes, ce serait quand même un peu insensé parce que je vais me concentrer sur le résidu au lieu de me concentrer sur la culture en elle-même. Ça, c'est l'un des principaux problèmes en fait avec le mulching. Vraiment, c'est la disponibilité en fait. Où est-ce que je vais avoir toute cette quantité? Où est-ce que je vais avoir toute cette quantité de paille-là pour mes hectares de terre? Voilà un peu par rapport au mulching. Je ne sais pas s'il y a Ouaka aura quelque chose à ajouter, peut-être un élément avant que l'on ne passe à l'autre méthode. Non, juste là, c'est bon. Hein. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Donc, on va passer à l'autre méthode. Et cette méthode-là, elle est assez répandue. C'est le compostage. Donc, je crois que chacun de nous a déjà aurait peut-être une idée sur le compostage. C'est aussi possible
que quelqu'un n'ait pas une idée, c'est pas grave. Nous sommes là de toute façon pour apprendre, pour grandir dans la connaissance. Est-ce que vous avez une idée sur le compostage? Est-ce que vous l'avez déjà utilisé ou bien pour être un peu plus simple, qu'est-ce que vous savez du compostage? Je vais plutôt pour prendre la parole. Hein. J'aimerais un peu vous écouter par rapport aux différentes idées que vous avez du compostage. Il y a beaucoup de méthodes de valorisation des... Est-ce que vous avez des idées? Il y a vraiment beaucoup de voies de valorisation des déchets. On vient de voir tout de suite là le mulching. On va voir tout de suite après le compostage et on va voir la dernière voie pour cette formation, ce sera vraiment les engrais. Mais sinon, après, on a tout ce qui est biogaz. Voilà, tout ce qui, voilà, c'est tout ce qui est biodiesel, tout ça, c'est différentes voies de valorisation. Mais pour l'heure, on parle du compostage. N'hésitez pas à prendre la parole pour, voilà, dire un peu ce que vous avez comme connaissance par rapport au compostage. Oui, vous avez la parole. Oui, madame, vous voulez savoir sur le compostage, les différentes techniques de compostage ou bien voilà, la valorisation, comme valorisation des déchets? Ce que j'aimerais savoir, c'est un peu plus ce que vous connaissez surtout sur le compostage. Par exemple, dans quel objectif on utilise le compostage? C'est vraiment... Souvent, on utilise le compostage pour améliorer la fertilité des sols. Et voilà, aussi, valoriser aussi les déchets organiques, quoi, en transformant les résidus agricoles. Oui, oui, exactement, exactement. Ça... tu aimerais intervenir? Je vois ton micro ouvert. Ah, ok. J'attendais en fait que les autres réagissent. Sinon, déjà, le compostage, on va dire en termes de mécanisme, déjà, c'est un mélange entre matériel végétal et matériel à base d'azote. Il y a une certaine ratio à considérer. Et donc, après ça, comme l'autre monsieur l'a mentionné, l'objectif, en plus, c'est surtout d'améliorer la productivité du sol, la structure du sol, mais c'est principalement apporté comme amendement organique, pas comme fertilisant en tant que tel, parce que directement, les nutriments ne seront pas aussitôt disponibles pour la culture. C'est un peu ça. D'accord, merci beaucoup, Abouaka. J'ai une question pour Mélanie, je ne sais pas si elle est là, parce qu'elle elle nous avait dit la dernière fois, lors de la dernière séance, qu'elle était une agricultrice, déjà, je crois qu'elle fait déjà des champs. J'aimerais savoir si il vous est arrivé d'utiliser du compost. Et si oui, dans quel objectif? Nous faisons du champ, c'est vraiment en quantité, hein, donc on n'utilise pas de compost. Mais il y a une petite portion où et la mémé fait du maraîchage et tout, et là, ils utilisent du compost. Quand je dis du compost, c'est pas vraiment du compost comme ça fabriqué, mais ce sont des résidus ici de biogaz, le digesta. C'est sur ça digesta-là qu'elle prend juste pour mettre au niveau de la terre, pour recouvrir la terre, mélanger avec la terre, pour pouvoir mettre les semences et permettre à ce que les semences puissent germer et après prendre pour reproduire, pour planter au niveau du sol. Voilà un peu. Merci. Ok, merci beaucoup. Vous n'utilisez pas le compost directement, tant que compost. Est-ce que c'est un choix personnel ou bien c'est par rapport à certaines contraintes ou bien peut-être certains inconvénients que le compost peut présenter? Imagine que de 3 hectares, 5 hectares, on peut mettre du compost là. Le coût d'abord, c'est beaucoup plus cher par rapport aux engrais, IRE, NPK et tout. Et donc, il y a le coût également qui est là. Et la disponibilité au Bénin, je sais qu'il y a deux structures, start-up jeunes, start-up qui se sont lancées dans la valorisation et la vente du compost et tout. Il y a d'abord le coût et aussi, en fonction de la quantité que nous produisons, je l'avais dit la dernière fois, c'est beaucoup plus de manioc que des produits vivriers. Mais la petite portion
ou la même fait du maraîchage, oui. Et elle utilise bon, des résidus agricoles et des résidus issus du biodigesteur qui est le digesta qu'elle utilise comme compost. Voilà un peu. Il y a l'aspect coût, il y a l'aspect disponibilité également. D'accord, merci beaucoup Mélanie pour votre intervention très riche. Oui, Michel, vous avez la parole. Ok, bon, concernant le compostage, j'ai eu à assister beaucoup de visiteurs dans la fabrication et l'utilisation. Et concernant l'utilisation, en plus de ce qu'on a déjà dit, on l'utilise avec à la fois des choses dans le matériau Excusez-moi, pour j'ai un peu du mal à fabriquer. vous entendre. Ça s'entrecoupe à certains moments. Ok. J'ai assisté beaucoup de producteurs, que ce soit dans la fabrication du compost, le compostage et l'utilisation. Et ce que j'ai constaté, d'autres l'utilisent pour, avec le paillage, les biolofos. C'est-à-dire que ils mélangent le sol avec le compost et ensuite recouvrent euh, le sol avec des pailles et tout ça. Et ça augmente beaucoup plus le rendement du sol et tout. Ok, d'accord, merci beaucoup pour cette précieuse intervention. Bien que je n'ai pas saisi certaines parties parce que ça s'entrecoupait, mais j'ai un peu compris de quoi vous étiez en train de parler, bien ce que vous étiez en train d'expliquer par rapport au compostage. Alors, on reste toujours dans la peau d'un agriculteur ou bien d'une agricultrice. Mélanie, dans son intervention, nous disait qu'il y avait deux contraintes par rapport au compostage. On va voir tout après dans la diapo suivante un peu ce que c'est le compostage. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques parce que je sais que, bon, si maintenant j'essayais de vous expliquer ou de vous étaler comment on fait pour produire un compost, je doute fort que nous retiendrons aussitôt. Donc, le plus important surtout pour nous, c'est de comprendre déjà c'est quoi la méthode, en quoi elle consiste, quels sont les avantages, les inconvénients. Pour toutes les autres méthodes qui vont suivre, c'est dans cette démarche, bien dans cette optique que nous irons. Par rapport au compostage, il y a deux problèmes que Mélanie a soulevés. C'est le problème de coût et le problème de disponibilité. Le problème qui m'intéresse, c'est aussi le problème de disponibilité, en fait. Disponibilité du compostage dans nos différents pays. Plusieurs personnes trouvent maintenant, bon, c'est vrai, et c'est à raison qu'ils le trouvent, que se lancer dans l'agriculture dans un cadre entrepreneurial, c'est bien, voilà, parce que voilà, la terre, voilà, elle sera toujours la terre, il ne va pas manquer de terre, tant que le monde sera monde, la terre sera terre. Donc, on peut se lancer dans l'agriculture, on peut produire des hectares, mais est-ce qu'on ne peut pas penser aspect entrepreneurial de se dire que moi, je vais me lancer dans l'agriculture, mais dans l'aspect de valorisation des résidus agricoles, dans l'aspect de valorisation des déchets agricoles. Et là, dans cette optique, en fait, le compostage a toute sa place. Le compostage a toute sa place. Moi, je peux décider de produire des composts dans mon pays. En même temps, je résous un problème, peut-être d'insalubrité, en même temps, je résous un autre problème, peut-être d'utilisation excessive d'utilisation excessive des engrais chimiques, en fait. Et si plusieurs startups se développent, qui font du compostage, commencent à produire du compostage, je crois que par ricochet, le coût aussi va diminuer. Ce serait bien aussi, en tant qu'agriculteur, de commencer à réfléchir aussi à cette voie. Trêve de parole. Qu'est-ce que finalement le compostage? Donc, au lieu d'être brûlés, les déchets agricoles massifs peuvent également être compostés. Le compostage, c'est tout simplement la biodégradation régulée, c'est-à-dire la transformation à médiation microbienne. Ça veut dire que dans le compostage, on va dire que les maîtres d'œuvre ou bien les agents qui sont en avant, ce sont les micro-organismes. Donc, le compostage est la biodégradation régulée, transformation à médiation microbienne de matière animale et végétale. C'est beaucoup plus bon. Voilà, de matière végétale, des déchets organiques. C'est souvent des déchets organiques. Donc, lorsqu'on parle de compostage, on voit d'abord, premièrement, en première ligne, des déchets organiques dans des conditions aérobies. Mais il y a des compostages qui se font aussi dans des conditions, on va dire, anaérobies.
La matière organique est décomposée en composants biodégradables plus petits qui peuvent être utilisés pour améliorer la croissance et le rendement des cultures. Donc, l'objectif en fait de la production d'un compost, c'est tout simplement l'amélioration de la croissance et le rendement des cultures. Selon la FAO, c'est tout simplement le processus naturel de dégradation ou de décomposition de la matière organique par les micro-organismes dans des conditions bien définies. Vraiment, les conditions doivent être bien définies. Et lorsque finalement, on a cette dégradation, cette décomposition de la matière organique, à quoi cela aboutit? Les matières premières organiques telles que les résidus de culture, les animaux, les restes alimentaires, certains déchets urbains et les déchets industriels appropriés peuvent être appliqués au sol en tant que fertilisant une fois que le compostage est terminé. On peut finalement, lorsque je vais prendre mon compost, voilà, qui est déjà mature, voilà, où je suis sûre en fait de ce compost, je peux l'appliquer au sol. Et là, finalement, ça va augmenter le rendement. Le compost est une source importante de matière organique. En plus d'être une source d'éléments nutritifs pour les cultures, la matière organique améliore les propriétés biologiques et physico-chimiques du sol. Vous êtes sans l'ignorer. Que ça aide à la résistance aux agressions telles que la sécheresse, les maladies et la toxicité. Certaines études, en fait, ont montré que, voilà, il y a des composts qui ont été faits, en fait, pour remédier à un problème de toxicité dans le sol. Donc, on a produit un compost, peut-être le sol, il était, je ne sais pas, intoxiqué ou bien contaminé par des métaux lourds. On a utilisé un compost et ça a aidé, en fait, on va dire, à la remédiation de ce sol-là. Donc, c'est très important. Il y a des terres maintenant qu'on pourrait dire que bon, on ne peut plus utiliser cette terre-là parce que voilà, on ne peut plus utiliser cette terre pour l'agriculture ou bien on n'aura pas un bon rendement, le rendement ne sera pas optimal parce que voilà, le sol, il est toxique. Bah, le compostage serait une bonne voie pour remédier à ce problème de toxicité. Et le compost va également aider la culture à mieux prélever les éléments nutritifs. Et ça présente un cycle nutritif de bonne qualité en raison d'une activité microbienne vigoureuse. Donc, on va utiliser le compostage. Lorsqu'on va utiliser le compost, on va augmenter en fait l'activité microbienne dans le sol. Les avantages se manifestent par une réduction des risques pour les cultures, des rendements plus élevés et une réduction des dépenses des agriculteurs pour l'achat d'engrais minéraux. Bon, ça c'est dans certains cas. Dans le cas où peut-être je suis dans un pays, ou bien dans mon environnement tout simplement, le compostage ou bien le compost n'est pas encore vraiment valorisé. Peut-être comme c'était le cas pour Mélanie, bah, ce sera peut-être plus coûteux pour moi, pour le moment, d'utiliser un compost qu'un engrais minéral. Mais sinon, le compostage va vraiment m'aider en fait à réduire en fait l'utilisation d'engrais minéraux et aussi c'est moins coûteux par rapport aux engrais minéraux vu que c'est fait normalement à base de déchets d'origine végétale principalement. Donc par conséquent, le compostage réduit les coûts d'élimination des déchets solides et facilite la mise en place d'un environnement agricole, écologique et productif. Voilà un bref aperçu du compostage. Je juste à souligner que lorsque je veux peut-être me lancer, dans une culture, bien pardon, dans la production de compost. C'est pas tout de suite je vais prendre des des résidus des résidus ou bien des déchets agricoles, je vais les récupérer et je vais aller derrière ma maison peut-être et je vais commencer à lancer le compostage. Il y a des conditions qu'il faut bien respecter que je n'ai pas peut-être exposées ici, mais vous pouvez me voir en inbox pour ceux qui veulent peut-être plus d'éclaircissement par rapport à la méthode de compostage. Il y a des conditions que je dois respecter, tant des conditions de température, des conditions physico-chimiques. Parce que je peux avoir un compost réussi, bien un compostage réussi, mais lorsque je vais essayer de passer sur le terrain, bah non,
le compost devient même toxique pour ma plante. Je l'ai vu. Je l'ai déjà vu en laboratoire où on a produit un compost. Je ne vous dirai pas à base de quoi parce que l'article n'est pas encore sorti. On a produit un compost et on a essayé de cultiver sur ce compost, mais en fait, c'était toxique pour la plante. Il fallait encore réajuster les conditions physico-chimiques du compost. Donc, il y a beaucoup de choses à prendre en considération lorsque l'on veut faire un compost, lorsque l'on veut produire un compost. Mais d'un point de vue d'agriculteur, moi, j'utilise mon compost. Vraiment, ça a vraiment beaucoup d'avantages que d'inconvénients. Voilà un peu pour le compost. Je ne sais pas si quelqu'un a une question par rapport au compostage. OK, d'accord. Je pense que jusqu'à ce niveau, tout semble clair. Donc, nous allons progresser. Oui, vous avez la parole. Ok, moi, bon, j'ai une question sur le compostage. Bon, ma question va être liée plutôt à la qualité du compostage. Parce que vous avez dit tantôt que on peut utiliser aussi des déchets, je crois, alimentaires aussi, ou des déchets domestiques. Oui, Donc, oui, c'est ça. Principalement des déchets agricoles. donc, il se pourrait que peut-être ces déchets-là aussi peut-être soient contaminés. Donc, ça pourrait impacter sur le compostage. Le compostage. Déchets contaminés. Est-ce que vous pouvez être un peu plus explicite, s'il vous plaît? Pardon, avant que vous ne répondiez, j'ai oublié de mentionner un élément. Lorsque je vais faire, je vais essayer de faire un compostage, je viens de produire un compost. En fait, les déchets organiques qui vont m'intéresser, c'est vraiment le rapport carbone-azote qui va m'intéresser, en fait. La richesse, en fait, de ces deux éléments-là, c'est ce qui va m'intéresser. C'est pas, je ne vais pas aller prendre tous les déchets, voilà, voilà, tous les déchets que j'ai et je vais essayer de faire un compostage avec. Sinon, après, bah, il n'y aura pas, j'ai envie de dire, une valeur ajoutée, en fait, de mon compost après. Donc, il faut vraiment que je sois regardante sur la richesse, en fait, de ces différents déchets, voilà, en termes du carbone et de l'azote. Voilà. D'accord, là, je comprends. Est-ce que ça répond vraiment à votre question ou bien? Bon, juste pour aller plus explicitement, parce que, bon, moi, je peux me lancer dans ce domaine bon, pour produire du compost, mais est-ce qu'il y a un outil ou bien des organismes qui peuvent peut-être vérifier la qualité, comme vous venez de le dire, peut-être en termes de euh, l'azote et... Oui, 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 je vois, Moi, de quoi vous... je m'intéresse plus à la qualité, en fait, du compost. Oui, Parce exactement. qu'un À la fin, agriculteur, je peux acheter, mais peut-être, je ne sais pas si c'est la bonne qualité ou pas, ça peut nuire à ma culture. oui, oui, je vois un peu de quoi vous parlez. Normalement, lorsqu'on produit, pas lorsqu'on produit, mais lorsqu'on fait un compost, il y a des normes. Il y a des seuils en fait à respecter. Vous pouvez juste faire un check sur Google, essayer de voir un peu quels sont, voilà, en termes de, voilà, le pH, en termes de, je ne sais pas, quel autre élément. En fait, en quelle marge je dois me situer en fait par rapport à mon compost. Pour pas que finalement, comme je l'ai dit, il soit toxique pour la plante. Là, nous, on a déjà eu ce cas en laboratoire où, voilà, une étudiante, une doctorante, a fait un compost. Tout le processus de compostage s'est bien passé, la maturation, tout s'est bien passé. Mais c'est juste qu'à la fin, le compost n'était pas bien pour la plante. En fait, la plante n'arrivait tout simplement pas à germer. Il fallait encore réajuster les paramètres. Il suffit juste de faire un check, de voir quels sont les paramètres. Et je ne sais pas, en fonction du pays là où vous êtes, certainement, il y a des organismes de certification. Essayez de se renseigner. Par ces organismes-là, quelles sont les normes ou bien les seuils qu'ils donnent par rapport à mon compost. Et puis, voilà, vous pouvez orienter votre compostage en fonction de cela. D'accord, merci beaucoup. Abouaka, est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter?
Je crois que le seul point que je pourrais ajouter aussi, c'est surtout quand le côté maturation. La maturation aussi, elle est importante parce que le compostage également, si la maturation n'est pas bien effectuée, peut être source de contamination, ou bien il peut y avoir aussi des graines de mauvaises herbes, pardon, parce que ces mauvaises herbes en général sont très résilientes. Et voilà, je crois que c'est le point qui pourrait être un complément de réponse. D'accord, merci. Est-ce qu'il y aurait une autre question concernant le compostage? Je m'arrête vraiment sur le compostage parce que je sais que c'est quelque chose de très, très vaste. Et maintenant, je n'ai pas présenté beaucoup. J'ai juste présenté, on va dire, l'essentiel pour moi. Savoir c'est quoi le compostage et à quoi ça sert. Oui, Charbel, vous avez la parole. Charbel, vous avez la parole. Ok, je ne sais pas s'il il nous entend. Tu pourras toujours, vous pourrez du moins toujours laisser votre question dans le chat. Lors de la précédente séance, nous avons parlé, je crois que certains d'entre vous, ils ont parlé de la valorisation des déchets pour produire des engrais. Voilà, c'était exactement ça, le mot m'échappait. La valorisation des déchets pour produire des engrais. Et la prochaine diapositive que nous allons voir, le prochain slide que nous allons voir, en fait, c'est justement par rapport à la production des engrais. C'est-à-dire, voilà, des engrais organiques, on va les appeler comme ça, des engrais organiques pour valoriser des déchets. Est-ce que parmi vous, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà juste voilà, utiliser un engrais organique, ou du moins ce qu'il sait par rapport à l'engrais organique? Si quelqu'un a déjà utilisé un engrais organique, c'est très vraiment bien. Qui nous explique un peu quelle a été la différence par rapport à l'engrais organique et l'engrais minéral? Non, si vous n'avez jamais utilisé, c'est pas grave. Qu'est-ce que vous connaissez d'un engrais organique? Vous n'avez pas d'idée concernant les engrais organiques? Aujourd'hui, on parle beaucoup de... Oui, vous avez la parole. L'engrais organique pour nourrir les sols, on peut dire. D'accord. L'engrais un peu plus pour la plante, on va dire. D'accord. Oui, oui. Est-ce qu'avec les connaissances que vous avez sur les engrais minéraux et les engrais organiques, on va dire, sur quel engrais pencherez-vous le plus? Et pourquoi? Entre l'engrais minéral et l'engrais organique. Oui, Diane, vous avez la parole. Bon, moi, je dirais que je me pencherai sur l'engrais organique. Parce que en termes l'engrais organique, c'est vrai qu'il ne donne pas de rendement immédiat, mais il améliore le sol et il donne un rendement à long terme. Ça, tout dépend de nos objectifs. Si nous voulons de l'engrais, nous voulons quelque chose pour un résultat immédiat, on va opter pour l'engrais minéral, puisque lui, il va nourrir le sol et donner un bon rendement à l'instant T, au bout de 2 ou 3 mois. Or que l'engrais organique, lui, il va toutefois améliorer de manière progressive. Il va améliorer la structure, la propriété du sol de manière progressive. Donc, c'est-à-dire que le choix entre les deux engrais dépend
dépend de l'ambition de tout un chacun, si je peux m'exprimer ici. Merci. D'accord, merci beaucoup. Une dernière intervention peut-être? Oui, madame, moi aussi, je peux dire qu'on peut opter pour l'engrais organique parce que voilà, l'engrais organique, voilà, il respecte l'environnement et en même temps favorise la vie des micro-organismes dans les sols et en même temps soutient aussi l'agriculture durable. Donc, c'est un peu ça aussi, l'engrais, les engrais minéraux, voilà. C'est bon aussi, mais à long terme, ils ne sont pas, voilà, ils sont pas, voilà, voilà. D'accord, merci beaucoup pour vos interventions. Concernant l'engrais, donc, l'autre voie de valorisation des déchets agricoles, c'est vraiment la production d'engrais. C'est vraiment la production d'engrais. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je trouve que c'est vraiment bien de pouvoir utiliser des déchets pour avoir des engrais. C'est vraiment bien. Parce que voilà, même pour les engrais d'origine, les engrais minéraux, les engrais chimiques, ça demande beaucoup de choses pour produire. Mais à partir d'un déchet, je peux valoriser et je peux avoir un engrais. Et la dernière fois, lorsqu'on parlait des déchets agricoles, on avait vu notamment l'utilisation de fumier. Je crois que l'un d'entre vous avait dit que le fumier animal peut être utilisé comme engrais. Tout simplement, le fumier animal peut être utilisé comme engrais. Et l'utilisation de fumier animal, des résidus des cultures pour les cultures et des résidus de culture pour les cultures améliorent la croissance et le rendement des cultures. Vous l'aurez compris, on est toujours dans tout ce qui est croissance et rendement. Les engrais organiques améliorent la texture et la stabilité du sol, c'est-à-dire le conditionnement du sol, et favorisent la croissance des micro-organismes rhizosphériques. Donc, c'est tout ce qui est rhizobactéries et champignons, favorisant ainsi la croissance des plantes, augmentant ainsi la richesse du sol également. De plus, ils ont l'avantage de libérer lentement les nutriments et de nourrir la culture pendant le processus de croissance végétative. Donc, je reviens sur ce point que les engrais, les engrais organiques ont cet avantage-là de libérer lentement les nutriments et de nourrir la culture pendant le processus de croissance végétative. À votre avis, pourquoi en fait c'est un avantage en fait la libération lente des nutriments en fait? En quoi c'est un avantage? On dit que l'engrais organique présente cet avantage. Selon vous, pourquoi c'est un avantage? Pourquoi c'est un avantage en fait cette libération lente des nutriments? Normalement, on est dans on va dire, dans un objectif d'augmenter le rendement. Donc, si normalement un engrais libère les choses vite en griffe, ça doit normalement nous arranger, nous, en tant qu'agriculteurs. Parce qu'on va dire que plus la plante absorbe rapidement, et plus c'est bon pour la culture. C'est comme ça qu'on devrait normalement réfléchir. Mais ici, voilà, je crois que c'est là, je l'ai pris sur le site de la FAO. Ils nous disent que c'est un avantage, en fait, la libération lente des nutriments. Selon vous, pourquoi? Quelqu'un aurait une idée? Sinon, il y a le spécialiste Aboubacar qui aimerait intervenir. Hein. On est tout oui. Bon, on attend que les autres réagissent d'abord et on verra. D'accord, merci beaucoup. Quelqu'un aurait une idée? L'avantage de la libération lente des nutriments par rapport aux engrais organiques. En quoi c'est un avantage en fait? Pour la plante, je sais pas, pour le sol, en quoi? Pour ma culture, moi en tant qu'agriculteur, peut-être, bon, vous vous placez dans la peau
de celui qui fait des engrais organiques, de celui qui vend des engrais organiques. Et vous avez des agriculteurs qui viennent chez vous et vous dites à ces agriculteurs, bon, ils vous posent la question, j'ai le choix entre un engrais minéral et un engrais organique. Lequel me proposez-vous? Et parmi les arguments que vous avancez à l'agriculteur, vous avancez l'argument selon lequel il faut choisir un engrais organique parce qu'il parce qu'il a une libération plus lente des nutriments. Est-ce que selon vous, l'agriculteur, il va prendre cet engrais-là, il va dire non, moi je veux celui qui a une libération plus rapide. Mais comment est-ce que vous pouvez justifier cette idée-là? Sinon, Aboubakar, je te remets la parole. Ok, je pense que c'est un avantage dans le sens où la culture, en fait, elle a des besoins progressifs tout au long du cycle de production. Par exemple, si je prends l'exemple du maïs ou bien le blé, au début de la production, ils ont plus besoin d'azote et surtout du phosphore pour le développement des racines. Et tout au long de la production, par exemple, quand au stade talage aussi, ils auront besoin, la culture aura besoin encore d'un certain nombre de quantités d'azote. Et par la suite, quand la culture va commencer à produire des graines, c'est ainsi que la culture aura besoin de, on va dire, du potassium. Donc, c'est là que ça devient, les amendements organiques deviennent un avantage parce qu'ils ont cet avantage-là de livrer progressivement des éléments minéraux. Donc, en libérant ainsi progressivement les éléments minéraux, cela répondra aux besoins de la culture au moment approprié, on va dire. Parce que, par exemple, si à l'opposé des engrais minéraux qui sont, on va dire, qui sont disponibles, directement disponibles pour la culture, par exemple, pour quelqu'un qui va, on va dire, pour quelqu'un qui va épandre de l'engrais sur le sol, par exemple, et qui a une pluie par la suite, quelque chose comme ça. Donc, la personne pourrait perdre ses engrais, ses éléments minéraux à travers des ruissellements ou bien parfois les lessivages. L'engrais va se perdre au niveau dans le profil du sol et cela pourrait engendrer quelquefois l'intrusion des nappes phréatiques ou bien la contamination des eaux souterraines. Donc, moi, à mon avis, je trouve que l'idéal serait de combiner les deux, en fait, les engrais organiques et les engrais minéraux. Les engrais organiques qui vont libérer les éléments minéraux par la suite et les engrais minéraux qui sont directement disponibles pour la culture. Donc, les utiliser au début de l'implémentation de la culture. Et voilà, je trouve, comme proposition, je dirais que c'est mieux de mélanger les deux, d'apporter les deux en même temps. Exactement, Aboubakar, merci beaucoup pour cette intervention très riche. C'est vraiment ce que Aboubakar a souligné, en fait. C'est-à-dire que la libération lente, c'est très bien pour la plante, en fait. Parce que les besoins de la plante, comme il a mentionné, varient en fonction du stade, en fait, de croissance de la plante. Et si, d'un coup, je donne une quantité, une quantité tant à la plante, bah, je risque de tomber dans la toxicité, en fait. Les engrais chimiques risquent de présenter un risque de toxicité, en fait, pour la plante. Donc, peut-être moi, quand je me retrouvais en face de ces agriculteurs, je vais lui expliquer que ce serait bien de prendre l'engrais organique pour cela, mais encore mieux, comme c'est Aboubakar a dit, en fait, de combiner les deux. Parce qu'on ne va pas se mentir pour dire qu'on va se débarrasser des engrais chimiques comme ça. Non. Ce serait mieux, en fait, d'apporter cet équilibre, de ne pas juste se contenter d'utiliser des engrais chimiques, mais de combiner engrais organiques et engrais chimiques. Oui, Diane, vous aviez levé la main. Pour moi, je voulais intervenir au niveau de l'engrais organique, au niveau de, par exemple, des maladies. Parce que quand on utilise de l'engrais organique, au fur et à mesure, on n'a pas des ravageurs
Par exemple, chez nous, en Côte d'Ivoire, ici, lorsque nous utilisons des engrais minéraux, pardon, il y a des ravageurs qui viennent, surtout au niveau du cacao. Quand nous utilisons des engrais minéraux, on a des ravageurs, c'est comme les cochenilles qui viennent parce qu'ils aiment l'engrais minéral. Donc, ils vont venir envahir ta parcelle. Ok, quand tu utilises de l'engrais organique, au fur et à mesure que les éléments sont utilisés pour la plante, on ne constate pas qu'il y a des cochenilles qui viennent. Je peux dire ça. Si j'ai... Aboubacar, tu souhaites intervenir? Oui, genre, ce qu'il faut comprendre aussi, le cas du cacao, c'est une culture pérenne. Là, tous les exemples qu'on mentionnait ici, c'était plus dans le cadre de la production des cultures annuelles, des céréales. Maintenant, à côté culture pérenne, ça c'est une autre approche, une autre philosophie. Et surtout dans le cas de cultures pérennes, je crois que voilà, les engrais organiques, ce serait la solution, l'alternative meilleure, parce que c'est des cultures qui sont là pour de longues périodes. Donc, apporter les cultures, les engrais organiques serait voilà, une très bonne alternative. Et aussi au problème de cochenille dont tu mentionnais, je crois par exemple au Maroc, ce que les agriculteurs font en général, ils mettent du lait chaud. Ils préparent du lait chaud et ils mettent ça autour du tronc de l'arbre. Comme ça, en faisant cela empêche l'infestation par les cochenilles. Donc, c'est quelque chose que tu pourrais toutefois envisager. Si tu tu fais la recherche sur Google et en recherchant l'utilisation du lait chaud sur les arbres, tu auras beaucoup d'exemples, comment le préparer, comment l'appliquer, l'apporter sur la culture. Donc, c'est quelque chose que tu pourrais explorer. Oui, exactement. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Diane, pour ta question. Merci beaucoup, Aboubacar, pour tes précieuses interventions. Donc, les engrais chimiques, c'est-à-dire tout ce qui est urée, sulfate d'ammonium, nitrate de sodium, sont synthétisés chimiquement et sont associés au risque de pollution de l'eau, d'infertilité des sols, de toxicité pour les plantes et à des coûts élevés de traitement, de transport, de stockage, de distribution et même d'application, afin d'atténuer les effets néfastes de la pollution des sols et des eaux par les engrais chimiques. La gestion intégrée des nutriments suit des régimes écologiques ou une utilisation équilibrée d'engrais organiques et chimiques, c'est ce que Aboubacar nous mentionnait, dans les champs associés à des micro-organismes spécifiques favorise la productivité des cultures. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir jusqu'à ce niveau? C'est qu'il ne faut pas juste dire telle méthode, elle va marcher pour tout. Il faut juste que j'utilise, pour rester dans le cas des engrais, il faut juste que j'utilise un engrais organique et ça va marcher pour tout. Parce qu'on a dit, il faut faire de l'agriculture durable. Donc, je vais juste utiliser un engrais organique. Je ne vais pas utiliser un engrais chimique. Je ne vais pas utiliser, du mulching, je ne vais pas utiliser, je ne sais pas quelle autre méthode, mais il faut vraiment faire tout. Je ne vais pas utiliser la rotation de culture. Moi, je vais juste utiliser cette méthode. Non, mais il faut être dans cette optique vraiment d'intégrer tout ce qu'on a, tout ce qu'on peut, pas tout en même temps, mais tout ce qui peut être combiné pour optimiser la production, pour optimiser le rendement. Hormis les voies que je viens de citer, donc on a vu 3 voies jusqu'à maintenant, les engrais, le compostage et le mulching, il y a plusieurs autres voies de valorisation des bioressources. Je l'ai cité tout à l'heure, on peut avoir la production du biogaz notamment, du biohydrogène aussi. On peut avoir ces différentes méthodes. Mais par choix, je n'ai pas voulu les présenter ici parce que j'ai juste trouvé qu'elles ne s'appliquaient pas directement forcément au sol ou bien voilà, tout ce qui est agriculture. Mais ce sont des très bonnes voies. Je vous encourage en tout cas à faire des recherches sur cela. Et si vous avez des questions, Aboubacar et moi, nous restons toujours disponibles. En tout cas, vous avez nos numéros dans le forum. Donc,
pour l'heure, nous allons nous arrêter ici pour notre formation, ce premier summer school, pardon. Je crois que dans le deuxième summer school, on va faire une continuité de tout ce qu'on a vu dans cette année et pourquoi pas approfondir ce on avait déjà vu et connaître ce qu'on n'avait pas encore vu. Et là, je vais remettre la parole à Boubacar et je reste aussi disponible. Si vous avez des questions, pas seulement par rapport à ce qu'on a vu aujourd'hui, mais depuis la première séance. Donc, tout ce qui est pratique agroécologique, vous pouvez poser vos questions. Et tout ce qui est valorisation de bioressources, vous pouvez poser vos questions. Donc, on va se donner une dizaine de minutes parce que normalement, on doit s'arrêter à 11h30. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Nous serons ravis de répondre à vos différentes requêtes. Et comme Julien l'a mentionné, et par la suite, si vous avez des questions, voilà, n'hésitez pas encore à les poser dans les chats au niveau du groupe WhatsApp. Et voilà, on essaiera de répondre, de donner des éléments de réponse dans la mesure du possible.